Bonjour à tous, l'année 2020 tire à sa fin et le moment se prête donc assez bien aux rétrospectives. Et justement, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les 10 smartphones qui ont marqué mon année. Et avant de poursuivre, deux points qui me paraissent très importants. Alors le premier est évident, dans cette vidéo, je vais uniquement vous parler de smartphones qui me sont passés entre les mains. Du coup, si votre modèle fétiche n'apparaît pas dans la liste, eh bien c'est sans doute parce que je ne l'ai pas testé. Par effet de bord, ça veut également dire que cette vidéo sera beaucoup plus subjective que d'habitude. Et vous êtes donc en droit de ne pas être d'accord avec moi. Second point, cette liste n'est pas du tout ordonnée. Il n'y a pas de top 1, il n'y a pas de top 2, ni de top 3. Chaque smartphone a ses atouts et ses faiblesses, chaque appareil est différent, et je ne me voyais pas les ranger de 1 à 10. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à indiquer dans les commentaires de la vidéo le ou les modèles que vous utilisez vous-même au quotidien. Voilà, maintenant que tout est clair, on peut passer au vif du sujet et attaquer avec le premier smartphone de la liste. Et ce premier smartphone n'est autre que le Oppo Find X2 Pro, un smartphone qui m'a énormément marqué en ce début d'année. Parce qu'au final, on a un écran magnifique, on a un processeur ultra rapide, une très belle autonomie, une charge vraiment rapide et un module photo qui est à la fois flexible et performant. Clairement, le Find X2 Pro n'avait pas de défaut et le modèle en cuir vegan était de toute beauté. Et puis surtout, d'ailleurs, on avait ColorOS, une surcouche que je ne connaissais pas, mais qui m'a totalement séduit par la simplicité de son interface, mais surtout par ses fonctions intelligentes et bien pensées. Et je pense notamment au système de gestures à 3 doigts qui m'a complètement emballé. Donc clairement, pour moi, le Find X2 Pro est un super téléphone. Le OnePlus 8 Pro fait également partie des appareils qui m'ont beaucoup marqué cette année, notamment grâce à son design très léché. Entre son écran borderless incurvé et son dos mat, on peut dire que le bougre en avait dans le ventre. Surtout que d'ailleurs on avait une fois de plus un très bel écran, un très bon processeur, une belle autonomie, et au final la partie qui m'a le plus déçu, et bien comme souvent avec OnePlus, c'était la photo. J'ai bien aimé aussi le OnePlus 8 qui reprenait le look de son grand frère, avec un positionnement tarifaire bien plus accessible. Et pour moi, je trouve que cette stratégie, finalement, elle s'est avérée assez payante. Alors clairement, le smartphone qui m'a le plus surpris cette année, eh bien c'est le Motorola Edge. Alors je vais être franc avec vous, quand Motorola m'a proposé de le tester, j'étais pas super chaud, j'avais beaucoup de tests en cours et je me voyais pas bloquer une semaine complète pour cet appareil. Mais finalement, eh bien ce Motorola Edge m'a complètement soufflé. Il m'a soufflé parce qu'il est doté d'un très beau design, c'est vrai, avec un look parfaitement dans l'air du temps, mais surtout il m'a bluffé parce que derrière on a des fonctions qui exploitent pleinement ses caractéristiques et ses particularités. Je le dis souvent, mais du design pour le design, finalement ce n'est que de la décoration, et là en l'occurrence on avait un format qui était pleinement exploité par la plateforme. Donc on avait un format avec du sens. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que le Motorola Edge s'est aussi imposé comme un très bon photophone. Huawei, vous le savez, est actuellement dans une situation très compliquée, mais malgré tout, cette année, la marque a quand même lancé 2 flagships en Europe. Le P40 Pro d'un côté et le Mate 40 Pro de l'autre. Alors clairement, ces 2 appareils méritaient de figurer dans cette liste, mais mon choix s'est finalement porté sur le Mate 40 Pro. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cet appareil est doté d'un design très léché, avec des fonctions intelligentes et bien pensées, mais surtout il est le premier smartphone de Huawei à embarquer le Kirin 9000, qui est un véritable monstre de puissance. Et c'est finalement ce stock qui a fait pencher la balance en sa faveur. Et puis derrière, bien sûr, on a ce module photo qui est d'une extrême flexibilité et qui est capable de donner de très bons résultats dans toutes les conditions lumineuses possibles, et notamment en basse luminosité. Et je vais être franc avec vous, j'ai vraiment très hâte de voir ce que proposera le P50 Pro. Alors il m'était clairement impossible de vous proposer cette sélection sans y faire figurer le Galaxy Z Fold 2 de Samsung. Et ce, même si je n'ai eu le droit qu'à une prise en main puisque Samsung ne m'a malheureusement jamais envoyé de modèle de prêt. Maintenant voilà, le Fold 2 n'est pas un simple modèle de plus, une simple itération de plus.
on est en présence d'un smartphone qui préfigure de ce que sera la mobilité de demain. À savoir un appareil flexible qui s'adapte à toutes les situations, à tous les besoins, et qui est en plus servi par une plateforme intelligente bien pensée et qui tire pleinement parti de son format. Je vais être franc, les finitions du premier modèle m'avaient laissé assez songeur. Autant j'accrochais au principe du téléphone pliant, autant la réalisation, pour moi, elle n'était pas à la hauteur du prix de l'appareil. Mais là, avec le Z Fold 2, Samsung a clairement corrigé tous les défauts du premier modèle. Ce qui me fait penser finalement qu'il ne faut jamais acheter la première génération et qu'il vaut mieux toujours attendre la seconde génération. Alors tout comme avec les derniers flagships de Huawei, j'ai longuement hésité entre le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy Note 20 Ultra pour cette sélection, mais c'est finalement ce second modèle qui a obtenu mes faveurs. Et si mon cœur a finalement penché du côté du Galaxy Note 20 Ultra, eh bien c'est principalement en raison de ses fonctions. Le S Pen n'est pas là pour décorer, ce petit stylet apporte une réelle plus-value en termes d'utilisation, en termes de productivité. Et puis derrière, on est quand même en présence d'un smartphone qui a un écran magnifique, qui a une puce puissante, et oui, j'aurais aussi préféré la version Snapdragon, et qui prend en plus de magnifiques photos, tout ça avec une plateforme intelligente, bien pensée et extrêmement fluide. Dans ce contexte, il était extrêmement difficile de ne pas succomber à ses charmes. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Et puis nous avons le Pixel 5 qui a été pour moi une vraie révélation. Alors soyons clairs, j'ai toujours adoré les pixels. J'ai passé de très bons moments avec mon Pixel 3 XL et avec mon Pixel 4. Mais ces deux appareils avaient quand même un certain nombre de défauts majeurs. On avait un look un peu daté pour le premier et une autonomie perfectible pour l'autre. Et puis le Pixel 5 est arrivé, corrigeant ces deux problèmes majeurs et proposant en plus de ça un tout nouveau module photo encore plus efficace que les précédents. Alors c'est vrai, on n'a pas de zoom optique, on doit se contenter d'un agrandissement numérique, mais soyons clairs, le Pixel 5 fait partie des meilleurs photophones du marché. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Mais finalement, au-delà de son design, au-delà de ses performances, au-delà de ses capacités en matière de photo et même de vidéo, eh bien c'est la Pixel Experience qui fait toute la différence. Parce que quand vous prenez un Pixel, vous êtes assuré de pouvoir bénéficier des prochaines mises à jour d'Android au moment où elles seront déployées. Et ça, pour moi, c'est clairement important et encore plus à l'heure actuelle où malheureusement la plateforme est toujours touchée par une importante fragmentation. Et oui, il y a bien un deuxième Pixel dans cette sélection. Vous ne rêvez pas, le Pixel 4a 5G fait lui aussi partie des smartphones qui m'ont le plus marqué cette année. Parce que sa force, finalement, c'est de proposer tout ce que propose le Pixel 5 dans un format un peu plus grand, un peu plus généreux et surtout avec un prix encore plus accessible. Parce qu'on parle quand même d'un smartphone qui est compatible avec la 5G, qui a un très bel écran, qui a un module photo redoutable et qui est proposé sous la barre des 500 €. Alors clairement, pour moi, cette année, Google a vraiment fait très fort. Et puis bien sûr, il y a l'iPhone 12 mini, un iPhone 12 mini qui m'a littéralement soufflé. Et c'est normal, imaginez un peu un iPhone puissant, compact, tout ça à un prix de 800 €. Clairement, c'est une idée très très cool. Alors c'est vrai que ces problèmes d'autonomie ont un petit peu gâché la fête, mais pour le reste, c'est quasiment un sans faute. On a un très bel écran, on a un SoC surpuissant, on a un module photo qui, malgré l'absence d'un vrai zoom optique, reste redoutable. Tout ça pour un prix de 800 €. Alors je sais que 800 € ça reste une somme, mais quand on compare cette somme-là justement au prix auquel sont proposés les gros flagships du marché, et bien finalement cet iPhone 12 mini reste plutôt accessible. Et puis il y a le format, et clairement pour moi ce format a été aussi une révélation. Un smartphone qui tient dans la main, qui se fait oublier une fois en poche, mais qui ne fait aucun compromis en termes de puissance ou de photo.
Bah clairement, hein, c'est le genre de truc qu'on ne voit pas tous les jours. Et on peut d'ailleurs saluer le tour de force parce que clairement, réussir à caser tous les composants de l'iPhone 12 mini dans un châssis, dans un boîtier aussi compact, ça n'a pas dû être facile quand même. Et on termine cette sélection avec un second iPhone, à savoir l'iPhone 12 Pro Max. Alors c'est vrai, il est encombrant, il pèse son poids, mais soyons clairs, c'est un smartphone d'exception. On a un écran qui est magnifique, qui se prête aussi bien au multimédia qu'au jeu, qu'à la création, tout ça avec un processeur surpuissant, un module photo redoutable. Je rappelle quand même que sur l'iPhone 12 Pro Max, on a un capteur principal qui est plus grand que la moyenne et qui en plus est stabilisé, et c'est le seul iPhone 12 à proposer ça. Et tout ça avec une très belle autonomie et bien sûr l'écosystème Apple derrière. Et au final, quand on y réfléchit, ces deux défauts, le poids, l'encombrement, sont peu de choses par rapport à toutes ces qualités. Voilà donc pour les 10 smartphones qui ont marqué mon année 2020. Alors si vous avez regardé tout ce qui précède, vous devez sans doute vous demander quels sont les smartphones que j'utilise au quotidien. Et bien en réalité c'est assez variable, je suis un petit peu comme Picasso, j'ai mes périodes. Sur ma ligne privée, la plupart du temps, ma SIM reste au chaud dans l'iPhone 12 Pro Max. J'utilise au quotidien un Mac, un iPad Pro, des AirPods. Donc pour moi, cet iPhone 12 Pro Max se situe dans la continuité de mon écosystème. Pour ma ligne Pro, ça varie pas mal et en règle générale, j'alterne surtout entre deux appareils. Le premier, c'est bien entendu le Pixel 5 qui est remarquable, qui propose une expérience unique en son genre et qui prend en plus de magnifiques photos. Et le second, bien sûr, c'est le Fan X2 Pro, dont la charge ultra rapide m'a sauvé la mise à plusieurs reprises. Voilà donc pour ce qui sera sans doute ma dernière vidéo de l'année. Alors je sais, j'avais déjà dit ça pour mes vidéos sur les HomePod mini, mais à l'époque j'avais juste oublié qu'il me restait encore 2 vidéos à tourner, à savoir celle sur les écouteurs sans fil de LG et celle que vous êtes en train de regarder. J'en profite donc pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. J'espère sincèrement que 2021 vous apportera tout ce que vous recherchez, tout ce dont vous avez besoin et même plus encore. Et je tiens une fois encore à vous remercier pour votre fidélité, mais aussi pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. C'est vous qui m'aidez à construire cette chaîne, c'est vous qui m'aidez à construire cette communauté. Le boulot, je le fais pas tout seul, et je peux vous assurer que des fois, c'est pas évident de tourner des vidéos ou de parler face à une caméra. Mais quand je vois les commentaires que vous me laissez, franchement, je me dis que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Donc merci à vous, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!